L'actualité est encore dominée par les opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises par la traque des rebelles ougandais, de l'ADF. Le gouvernement semble avoir marqué plusieurs évolutions pour avoir d'abord démenti la présence des troupes ougandaises en République démocratique du Congo avant de les confirmer. Entre-temps, deux opinions se confrontent sur l'opportunité de cette présence. Les uns disent s'y opposer au regard du rôle joué par l'Ouganda dans la situation sécuritaire à l'Est, tandis que les autres, elles participent même dans la stratégie de cet état de siège. Mesdames et messieurs, deux sujets, nous allons débattre autour de deux sujets et également sur le processus électoral, la rencontre du chef de l'État et le prince d'église catholique. En tout cas, j'ai deux invités sur ce plateau. L'un est président de l'Union pour la démocratie et les progrès social, Fédération Île-de-France. Il s'appelle Chim Chimba, c'est un habitué de cette émission Vérité des faits. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Ok, l'autre est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, Alain Bolodjoa. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'opportunité. Mes salutations à mon co-débatteur et à tout le monde. Voilà. Un mot, Président, d'abord à la population congolaise avant qu'on entame sur notre thématique. Un mot, bon, je salue et puis surtout j'encourage le peuple congolais par rapport à toutes ces mutations qui sont en train de s'opérer au niveau de la République et surtout à travers la nouvelle vague, le nouvel élan et le pouvoir en place à travers son idéologie est en train d'impulser pour sauver, extirper ce pays du gouffre là où on l'avait trouvé. Voilà, monsieur Alain Bolodjoa, un mot à la population congolaise. Bon, moi je crois que, contrairement à notre ami, je voudrais inviter le peuple congolais à s'élever et à se prendre en charge pour mettre de côté tous les éléments malicieux qui mettent en mal le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, le pays va très mal, justement parce qu'il y a des gens qui font preuve de l'inculture, qui n'ont aucune maîtrise du fonctionnement de l'État, qui ne veulent pas voir les choses évoluer, justement, parce qu'ils veulent se faire une santé financière. Levez-vous et enclenchons ensemble l'article 64. Une petite mise au point sur ce rapport Hold-up, Congo-Hold-up. Et puis, nous allons juste survoler avant qu'on entame les deux sujets du jour. Bon, je crois que, au regard de ce qui a été dit par M. Alinguetti, il y a une sorte de complémentarité entre le rapport tel que présenté par lui, mais aussi le rapport présenté par le journaliste. M. Alinguetti nous dit que lui s'est limité au niveau de la BGFIBank, qui est une banque commerciale, une banque privée. Mais il avoue quand même qu'il y a eu l'argent qui a été décaissé, plus de 48 millions de dollars qui ont été décaissés, et cet argent a servi à quelque chose. Et pourtant, nous savons que dans la responsabilité, il fallait déjà qu'on arrive à interpeller le gouverneur de la Banque centrale, lui qui a été gestionnaire de ces fonds, parce qu'il s'agit là du compte du Trésor, mais aussi le trésorier général de la Banque centrale, sans oublier le directeur qui est chargé de toutes ces opérations-là. Jusque-là, il n'y a pas eu d'interpellation. C'est que le journaliste nous disent, ils nous disent que cet argent a été justement affecté pour de fins privées de M. Kabila. Mais ce qui est surprenant, aujourd'hui, M. Kabila est soutenu par les institutions en place. Il s'agit là d'Alinguetti, qui est connu comme inspecteur général des finances, un service rattaché à la présidence. Quand lui parle, il faut voir derrière tout ça M. Félix Tshisekedi. Nous comprenons qu'il y a une solidarité dans le mal qui s'est installée et on veut voiler certaines vérités. Mais ce qui est vrai, après leur départ, il y aura certainement des jugements, mais on va élargir, voir aussi ce qui s'est fait pendant que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Voilà. Oui, M. Chimchimba, un avis par rapport à ces rapports Hold-up. On cite également certains ministres de l'Union sacrée, du gouvernement de l'Union sacrée. Entre autres, il y a le ministre de l'aménagement du territoire. Merci pour la question. Parfois, moi je pense que quand nous venons ici parler au nom du peuple congolais, nous devons d'abord être sérieux envers d'abord nous-mêmes et surtout en respectant ceux qui sont en train de nous suivre parce que
tout ce que nous sommes en train de faire ici, la vie des Congolais en dépend d'une manière ou d'une autre. Donc ça passe par des comportements, des actes et surtout le message que nous sommes en train de distiller. Nous n'avons qu'un seul pays et nous pensons que n'avoir que ce pays-là, nous devons avoir au moins le respect par rapport à ce pays-là, par rapport à la population de ce pays. Quand on parle aujourd'hui du hold-up, pourquoi l'IDPS, pourquoi nos pères fondateurs avaient eu l'idée d'aller en opposition, de faire une opposition à travers différents pouvoirs dans ce pays? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les chefs de l'État martèlent pour déboulonner, mettre hors d'état de nuire tous ces systèmes mafieux-là? C'est parce que c'est par rapport à une conviction, c'est par rapport à des valeurs. Et moi, je pense que quand nous venons comme ça, surtout nous qui venons de loin, hein, avec une autre façon de voir, une autre façon de faire la politique, et voilà pourquoi moi, des fois ça m'étonne, hein, je vais répondre à vos questions. Nos amis qui viennent ici pour essayer de parler, essayer de sauver ce peuple en péril, c'est comme s'ils viennent ici pour faire leur propre publicité. C'est ce qu'on a constaté ici. Avec autant d'égoïsme que vous n'avez pas. Alors, on va aujourd'hui associer tous les systèmes d'après l'indépendance jusqu'à moins de 3 ans à l'actuelle gouvernance, c'est-à-dire à M. Félix Tshisekedi, le président de la République, qui, selon mon co-débatteur, serait en connivence avec le régime de M. Kabila qu'il était en train de protéger. Et en même temps, je suis au regret de constater que M. Gilles Alinguetti, ce n'est qu'un inspecteur de police, inspecteur de finances. Mais cette institution n'a pas commencé hier. Cette institution a été créée vers les années 80. Mais pour quel objectif, pour quelle finalité? Pourquoi aujourd'hui mon co-débatteur en fait allusion? C'est parce qu'il a compris qu'avec la nouvelle politique, il fallait mettre des mécanismes, déclencher des mécanismes pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont en train de se jouer du peuple congolais. Alors, par rapport au hold-up, moi je pense que le régime Kabila, le peuple congolais ne peut même pas attendre des rapports venant à gauche, à droite, parce que la situation est claire et nette. L'économie introvertie de ce pays est entre les mains du clan Kabila. Le Congo n'a même pas une seule banque. Le Congo n'a même pas un seul moyen de communication. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on va commencer à discuter ou à commenter les effets des alertes qui peuvent venir de loin. Nous sommes là pour non seulement commenter, mais aller tout droit au but, mettre les problèmes sur la table, traquer les problèmes et en même temps trouver des solutions. Donc nous sommes là pour chercher comment trouver les solutions. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui sont aptes à accompagner l'actuel régime qui se mettent au travail tout simplement. Nous pensons que c'est ça la moindre des choses. D'accord. Chimchimba, nous allons, Alain Bolodjo, nous allons entamer notre premier thème. Alors, en 2012, l'opposition, particulièrement l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, avait accusé les pouvoirs de l'époque de haute trahison pour avoir laissé des troupes rwandaises. Même les troupes ougandaises étaient aussi là. Aujourd'hui, au pouvoir, les discours changent et soutiennent la présence des troupes étrangères sur le sol congolais. Qu'est-ce qui a changé en 2012 et aujourd'hui pour que cette position change de votre côté? La situation n'a pas changé. Outre-temps, outre-mer. Ah bon? À l'époque, il n'y avait que des rebelles aussi. Il n'y a jamais eu l'instauration d'un état de siège. C'est là où le peuple congolais devra commencer. Il fallait avoir un chef de l'État courageux pour arriver à mettre en place, ici au Congo, dans des provinces où, pour moi, l'état de siège devait être généralisé. Ah bon, dans toute la République? Toute la République, parce qu'il s'agit d'abord d'une question de sécurité. Et tant qu'il n'y aura pas de la sécurité dans ce pays, le pays n'avancera pas. Et donc on va répéter, on risque de répéter les mêmes causes. Il n'y aura pas la sécurité, donc il faut coaliser avec les voisins. Voilà pourquoi les chefs de l'État qui étaient là, qui fut un militaire d'ailleurs, n'avaient pas eu le courage. Alors celui qui vient d'accéder au pouvoir, qui a les soucis du peuple congolais, a pris le courage. Il a même dit qu'il est en train de mettre sa vie, de mettre sa vie en péril. C'est ça quand même être un homme d'État. Donc, quand il y a, et c'est quoi d'abord l'état de siège?
c'est quand les juridictions des droits communs sont remplacées, gérées par les juridictions militaires. Vous comprenez? Et quand il y a l'état de droit, il n'y a même pas de foi ni de loi. Donc, alors, dans cette affaire, on voit également l'état des droits. La non, l'état de siège, ça veut dire quand il y a une... le problème, c'est quoi aujourd'hui? L'affaire des ADF Nalou qui a perduré. Vous vous rappellerez, le peuple congolais va se rappeler de la phrase du Sphinx de Limité qui avait dit, lui au pouvoir, cette guerre-là ne pourra même pas dépasser 2 semaines. Mais avec Tshisekedi, ça a dépassé. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet état de siège-là, moi, en même temps, quand l'état de siège est décrété dans un pays, moi, je pense qu'il faut être un étranger pour ne pas y souscrire. Moi, ça m'étonne quand je vois des Congolais, nos frères Congolais, être contre cet état de siège. Quand cet état de siège-là... Voilà pourquoi, quand les ADF Nalou étaient en train de sévir chez nous, l'Ouganda, peut-être, ils s'en passaient. Mais aujourd'hui, ils sont devenus victimes. Voilà pourquoi, en tant qu'homme d'État, le chef de l'État a eu ce courage-là. Et puis, ça ne date pas d'hier. Vous vous rappellerez que le chef de l'État était parti jusque même à Kassese, rencontrer son homologue ougandais. Vous pensez que c'était pourquoi? C'était pour des raisons de tourisme? Non, c'était pour chercher des voies et moyens comment sécuriser ce pays. Très bien, Chimchimba, je vais donner la parole. Vous avez à dire par rapport à ce qu'a dit Chimchimba, président de l'Union. Effectivement, heureusement qu'il n'est pas le responsable du parti. J'aurais qualifié de... Il est responsable du parti. Non, il n'est pas le responsable du parti. Il n'engage pas directement le parti, bien qu'il parle au nom de ses partis, mais heureusement, il n'est pas le secrétaire général. Parce que j'aurais qualifié de légèreté dans ses propos, heureusement. Mais ce qui est vrai, c'est que notre ami est vraiment dans la confusion. Voyez-vous? Premièrement, par rapport au premier dossier, il faut reconnaître que rien n'a changé. La malversation se constate chaque jour. Dans quel niveau? Sur quel plan? Je prends le cas de ce qui vient de se passer avec ces fameux ministres en charge des finances. Il a décaissé 2 fois l'argent pour le même dossier. Plus de 950 000... Nous n'en sommes plus là. Non, mais je dois réagir. Je ne peux pas faire passer ces inepties. Il y a eu décaissement de plus de 940 000 qui ont été volatilisés. Justement parce qu'il y a la légèreté. Il y a d'autres dossiers tels que la construction de logements pour le militaire à l'Équateur, plus de 6 millions de dollars, on n'en parle pas. Il y a le problème Tchilégelou, le programme PAU, le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, le programme de 100 jours. Tout ça, c'était une manière pour eux de se faire une santé financière. Nous sommes là en face d'un pouvoir cancérogène, un pouvoir criminel qui ne fait que de tourner l'argent de la République. Alors, lorsqu'on en parle, on doit éviter d'en parler avec légèreté. Parce que ceux qui viennent ici ne viennent que défendre leurs droits. Et ceux qui viennent vous aussi, vous défendez votre droit. Non, mais effectivement. Puisque vous cherchez le pouvoir derrière la population. Attendez. Nous sommes là en train de parler de l'argent de contribuables. On ne doit pas gérer l'argent de contribuables avec autant de légèreté. Et venir à la télé, commencer à donner des leçons. Alors que l'UDPS, qui semble se dédouaner de la responsabilité du dysfonctionnement de l'État, semble oublier que l'UDPS, ou le père fondateur de l'UDPS, ont y à participer dans la gestion pendant plus de 18 ans. Est-ce que vous ne voyez pas la volonté de Félix Tshisekedi de voyez les antivaleurs? Non, je vois... S'il vous plaît, soyons sérieux. M. Félix Tshisekedi est déjà caractérisé par ce que vous appelez antivaleurs. Parce que lorsque vous avez dans votre cabinet des gens qui détournent l'argent et que vous les laissez en fonction, vous êtes co-auteur. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans cette présidence? Survolé. Ce qui veut dire que la gouvernance est polluée, justement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de résoudre le problème. On doit noter ça. Par rapport à cette coopération militaire, c'est quand même décevant d'en parler avec autant de légèreté. Nous savons tous que le gouvernement peut prendre ce genre d'initiative. Mais quelle est la procédure? En lisant l'article 213 de la Constitution, le Constitution a été suffisamment clair. M. Félix Tshisekedi n'a que pour pouvoir de négocier et de ratifier les accords. Mais qui conclut ces accords-là? C'est le gouvernement.
Alors, dites-moi, est-ce que c'est le gouvernement qui a pris la résolution de nous amener en coopération militaire avec l'Ouganda? Non, parce que nous avons tous suivi le compte rendu du gouvernement. On n'en a jamais parlé là-bas. Le pays est géré par le saut d'humeur d'un individu. Et ça, c'est très dangereux. Deuxièmement, vous avez insisté sur le rôle qu'a y a joué l'Ouganda. L'Ouganda a y a participé dans le massacre chez nous. Il y a eu des Congolais qui ont été enterrés vivants. On a tué nos enfants, on nous a violés. Nous sommes arrivés au niveau de la justice, au niveau de la CIJ. L'Ouganda a été sanctionné. Cet Ouganda qui devait nous donner 10 milliards de dollars a été gracié par M. Félix Tshisekedi. Mais Alain Bolodjoa, qu'y a-t-il de mal à ce que notre armée soit secondée par une armée voisine, comme fit le cas au Mali, Non, mais j'en viens. Vous savez, mentez, il en restera toujours quelque chose. N'est-ce pas qu'on vous a dit dans ces pays que l'état de siège était une solution? Je tiens à rappeler ici par ailleurs que l'état de siège a un fondement constitutionnel. Décréter l'état de siège, il n'y a pas quelque chose de glorieux. Ce qui importe, c'est comment on arrive à mettre en place les dispositifs pour résoudre le problème pour lequel l'état de siège a été décrété. Mais ça s'est fait progressivement. Non, il faut quand même laisser un temps. S'il vous plaît, soyons sérieux. Ne mettez pas à nu les insuffisances de M. Félix Tshisekedi et de son par une gouvernement. baguette magique. Non, mais attendez. Commençons d'abord par le mécanisme ou la manière dont les choses ont été faites. Le jour où le gouvernement s'est rencontré pour la toute première fois avec M. Félix Tshisekedi, c'est ce jour-là qu'on a décrété l'état de siège. Les dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place, c'est basé sur 21 000 militaires et de policiers au niveau de cette zone-là. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi s'est rendu là-bas, il a constaté que le nombre de militaires était 50% inférieur par rapport à ce que lui avait comme prévision. En termes de dotation, il y avait un budget qui a été présenté de 54 millions de dollars. Les équipements, parmi les équipements, il y avait 2 hélicoptères pour la patrouille. Mais je vous informe, les militaires n'ont pas reçu des rations pendant des années, pendant 2 mois. Je vous informe, il y a un problème de dotation. Il ne suffit pas de déclarer l'état de siège ou de décréter l'état de siège. Mais il faut aussi voir le mécanisme mis en place. Ce qui veut dire que le pays est géré avec autant d'insuffisance. Et on doit le constater. Vous dites à la population que les choses évoluent normalement, que vous gagnez du terrain, que l'ennemi a été pratiquement neutralisé. Vous êtes juste en train de résoudre le petit problème. Au même moment, vous faites entrer 5000 militaires ougandais. Alors dites-moi, devons-nous prendre au sérieux ces gens qui viennent apprendre la gouvernance au sommet de l'État? Des gens qui ne font que mentir en longueur de journée. Mais au moment où nous parlons, il y a des déplacés. Il y a des gens qui sont en déplacement. Voilà. Lorsque ces fameux ministres vous disent, ministre de l'Information donc, ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Effectivement. Vous dit, non, voilà, il n'y a pas de l'entrée de troupes rwandaises. Ougandaises. Quelques minutes après, il vous dit non, ils opèrent à distance à partir de leur pays. Et aujourd'hui, il vous affirme que non, effectivement, il y a des troupes ougandaises chez nous. Mais ils ne connaissent même pas le nombre. Ils n'ont même pas un plan opérationnel, ils n'ont même pas de calendrier. Voilà, ce qui veut dire que devant ces cacophonies, nous comprenons, c'est l'amateurisme. Il y a des gens qui devaient en principe rester là où ils étaient. Parce que je ne vois pas les deux PS aujourd'hui arriver à résoudre le problème congolais que elle-même ne maîtrise pas. Très bien, très bien. Chimchimba, peut-on dire que l'arrivée de l'armée ougandaise arrive au moment où le FARDC faisait l'objet de plusieurs assauts djihadistes, consacre l'échec de l'état de siège? Merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre préoccupation, je vais d'abord rappeler, mais heureusement il a chuté, il est tenté de confondre le fonctionnement d'un parti politique UDPS avec le gouvernement de la République qui doit gérer la République, ça c'est de 1. Et puis il est en train d'accuser les membres, les collaborateurs chefs de l'État. Il les accuse de voleurs, mais si on lui demande de prouver les preuves
Je pense que le risque, heureusement, bon, dans ce pays, si c'était dans d'autres sièges, moi je pense que les dommages-intérêts, quand vous savez comment est-ce que ça risque de vous coller à la peau. Et quand je regarde, bon, voilà, ce sont des comportements malhonnêtes. Voilà, si, je pèse mes mots. On parle, vous savez, j'ai parlé de l'état de siège. Lui pense que nous parlons, moi je suis en train de parler avec légèreté. Mais monsieur, il oublie que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Monsieur Alain Bolodjoa, mon co-débatteur, oublie que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà pourquoi, pour éradiquer cette guerre qui est en train de sévir, de déranger la vie de nos pays, de déranger l'économie. Alors, voilà pourquoi toutes les propositions ou les moyens de solution, pour nous, s'avèrent indispensables. Et ça reste un défi parce que le peuple congolais ne peut pas rester à continuer à vivre dans l'insécurité, surtout à ce qui concerne la province, les deux provinces les plus touchées, c'est-à-dire la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Il a parlé de massacres, que l'armée ougandaise avait commis des massacres chez nous. Mais moi, je pense que nous avons besoin d'historiens, beaucoup plus, pour essayer d'aider nos amis qui se disent politiciens. Parce que mon frère ici, M. Bolodjoa, oublie que l'histoire nous rappellera qu'il y avait une certaine organisation qui s'appelait CPGL, à l'époque avec le maréchal Mobutu, peut-être qu'il ne sait pas. Et le peuple congolais devra savoir qu'à un certain moment de la vie, la survie ou la destruction de nos pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda, était due à notre façon de comprendre cette réalité. C'est-à-dire, on a vu tout un pays dévasté, avec une guerre appelée Opération Turquoise. Et cette guerre-là, qui était commanditée, je ne vais pas encore essayer de réveiller les plaies, mais je suis en train de rappeler que nous ne pouvons pas, ou nous ne pourrions pas vivre mieux ou se développer sans que nous soyons en bon terme avec nos voisins. Parce que si M. Bolodjoa ne le sait pas, si vous êtes à Goma, à la Grande Barrière, vous allez constater que chaque matin, il y a plus de 70% de nos compatriotes congolais qui traversent de l'autre côté par rapport à leur survie. Donc, vous allez comprendre. Chimchimba, oui, à quoi servirait finalement une évaluation de l'état des sièges ici déjà des recommandations disponibles ne sont pas appliquées? Non, les recommandations sont appliquées. Pourquoi? Parce que monsieur, mon co-débatteur oublie que c'est sur base, c'est sur demande du rapport de la Commission Finances et Sécurité de l'Assemblée nationale. Parce que voilà, quand il y a des dispositions, il y a le chef de l'État qui agit. Qui agit, mais on voit le détournement de l'argent. J'en arrive. Il a parlé d'effectifs. Avant l'état de siège, effectivement, nous tous, y compris les chefs d'État, on était sûrs qu'il y avait plus de 21 000 effectifs. Mais c'est avec l'état de siège, qu'on a eu à constater beaucoup de choses, qu'on a eu à constater qu'il y avait moins d'effectifs et qu'il y avait des détournements. Oui. Alors, par rapport à tout ça, il y a eu beaucoup de mise en place. Et voilà, la raison de l'état de siège, c'était de constater et puis de mettre en œuvre en pratique pour éradiquer tout ça. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Il y a toujours des morts à l'Est, moi, je vis en Occident, les risques zéro dans la sécurité n'existent pas. Chaque jour, il y a des morts. Il y a des meurtres, pourquoi? Parce que les ADF qui s'étaient réfugiés chez nous pendant plusieurs décennies sont en train d'être délogés. Voilà pourquoi il fallait les resserrer des deux côtés. Du côté de la République démocratique du Congo et du côté de l'Ouganda. Ce sont des frappes. Déjà, la première collaboration avec les États-Unis a échoué, s'il faut le dire. La coopération de l'armée américaine et le FARDC, ça n'a pas atteint ce niveau pour éradiquer la guerre à l'est de la RDC. Est-ce que vous pensez vraiment en coalisant avec l'armée ougandaise, il y aura la paix, il y aura... Voilà pourquoi, comme la situation concerne les deux pays, parce que la situation concerne les deux pays, ça concerne l'Ouganda... Et si c'était une tromperie? Non, ce n'est pas une tromperie. Vous savez, on parle même des risques de terrorisme au niveau du bassin du Nord Kivu, de l'Ituri et tout ça. Donc voilà pourquoi, en amont, il fallait constater
Et par rapport à la communication des ministres, mon co-débatteur oublie que la communication est évolutive selon les circonstances. On dit que le chef de l'État avait même été en colère par rapport à l'annonce du porte-parole du gouvernement. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que le chef de l'État avait accordé... Il est porte-parole du gouvernement, mais il y a aussi ce qu'on appelle le secret défense. Et le chef de l'État, c'est lui le chef des armées. Donc le ministre n'avait pas la maîtrise. Au jour d'aujourd'hui, si M. Macron doit faire actionner la bombe nucléaire en France, il n'aura besoin de personne. Vous comprenez? Il n'aura besoin de personne. Voilà pourquoi nos amis doivent comprendre et dissocier comment est-ce que l'État doit être géré. Il y a un président de la République qui ne gère pas l'État. Je vais rappeler ça à mon co-débatteur. Il y a le gouvernement qui est en train de se battre. Et la situation ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, moi je me dis, honnêtement, quand on est Congolais et qu'on a besoin, ou on se soucie de ce peuple congolais, la moindre chose c'est de s'associer à cette décision difficile pour essayer d'éradiquer tout le mal. Voilà. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Ici chez nous, c'est parce que bon, on n'est pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec M. Bolodio. Donc tout ce qu'il peut dire, même tout ce qu'il représente pour moi, non, ça c'est ça c'est pas ça. C'est pas ça la politique. Très bien, Alain Bolodjo. Je vais prendre le propos de Chim Chimba pour dire que pourquoi vous n'avez pas voulu soutenir cette action, aller jusqu'au bout pour éradiquer cette guerre qui sévit il y a longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Non, mes chers amis, vous savez, on ne doit pas chercher à vous séduire avec des mots qui ne trouvent des sens que dans l'UDPS. La meilleure proposition... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit la confusion est plutôt de votre côté. La confusion est de votre côté. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, la famille politique, le chef de l'État est issu de la famille politique qui n'est plus... Non, mais le chef de l'État n'existe même pas. Qui n'est plus... On a un président de la République de fait, le chef de l'État n'existe plus parce que nous sommes dans un pays atypique. Il faut reconnaître ça. La plus grande difficulté, c'est de voir que notre ami veut nous emballer, veut vous emballer, parce que moi je suis déjà vacciné. Veut vous emballer dans leur discours. Je comprends, c'est pas facile de suivre. Dans leur discours séducteur, mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de maladresse. Vous savez, la solidarité dont on parle dans la Constitution, l'unité dont on parle dans la Constitution, est cristallisée dans la Constitution. Lorsque vous avez un monsieur, président de la République soit-il, qui ne veut pas respecter la procédure constitutionnelle pour prendre certains actes qui engage toute la République, vous n'êtes pas obligé d'être solidaire dans le mal. Ça, c'est une autre manière de gouverner que nos amis de l'UDPS veulent nous imposer. Et fort malheureusement caractérisé par des tares, par des insuffisances. Vous pensez que c'est une imposition? Non, mais M. Félix Tshisekedi a fait dérailler le pays. Ce n'est pas comme ça, on doit signer des accords militaires avec d'autres pays. Ce n'est pas comme ça. Ça se fait comment? Non, mais la procédure est claire. Lisez l'article 213. C'est le gouvernement qui conclut les accords. Et la responsabilité du gouvernement s'établit au niveau du Parlement. Voilà pourquoi le Constituant voulait assez que la décision soit prise au niveau du Conseil des ministres, parce que la question est transversale. La question des finances, ça sera résolu par qui? Le ministre de la Défense? Voyez-vous? Le ministre de l'Information ou de médias n'était même pas informé par rapport à la décision. Nous tous, nous l'avons suivi par le média. Et ce qui est grave, le gouvernement ougandais a eu à nous informer par le voie des médias avant que le gouvernement n'ait eu l'information. Ça, c'est quand même grave. Le ministre en charge de médias l'a appris que par voie des médias. Ah bon? Non, mais il n'était pas informé. Lorsqu'on lui a posé la question, il n'était pas informé. Alors que nous savions déjà que le gouvernement ougandais avait déjà pris la résolution. Et même lorsqu'on pilonnait notre territoire, le ministre n'avait aucune information. Et ça, c'est quand même grave. Et vous savez tout ça pourquoi? C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas l'onction populaire, mais surtout, il n'a pas été préparé dans la gouvernance. Il est facile d'attirer les autres à adhérer dans la vision. Il suffit seulement de respecter la procédure. Si seulement le débat était enclenché au niveau du Conseil des ministres, au regard de l'article 213 de la Constitution, si seulement la résolution a été prise à ce niveau-là, peut-être la population allait adhérer à la vision. Mais lorsque vous voulez prendre des décisions de manière unilatérale et irréfléchie, M. Félix Tshisekedi n'a pas pris la résolution de soutenir ces opérations pour nous aider, non. Il ne veut pas entrer en conflit avec l'Ouganda.
Dites-moi, en Ouganda, il y a eu combien de morts par rapport aux attentats? Et le président ougandais, voyant que sa population est menacée, s'est permis, lui, de prendre la décision pour attaquer ceux que lui considère comme les ennemis de sa République. Et c'est comme ça que nous venons accompagner. Pourquoi M. Félix Tshisekedi n'a-t-il pas associé le gouvernement? Parce qu'il sait que le pays, les institutions sont aliénées. Mais cette mutualisation de forces est courante. Prenons l'exemple du Mali. Je me répète à la question posée avant. Non, mais apparemment, qui est contre d'appeler les armées des autres États pour nous soutenir? On n'est pas contre sur le principe, mais il faut tenir compte de la dimension anthropologique. L'Ouganda était un pays ennemi. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun élément qui a été changé. Deuxièmement, ce n'est pas comme ça on doit faire entrer une armée étrangère. Il faut respecter la procédure. Le fait seulement qu'il n'a pas respecté la procédure, aujourd'hui nous nous rendons compte que le pays est dans une sorte... Et si maintenant il y a un résultat face à... Non, mais les résultats contre la loi, les résultats contre le pacte social. Ne pensez pas que parce que vous êtes parents, vous voulez vous donner à manger à vos enfants, on doit vous applaudir. Non, c'est pas comme ça on doit réfléchir. Nous sommes dans une république qui se veut un pays, un état de droit. C'est ça l'esprit de la Constitution. Mais lorsque vous avez des gens qui considèrent le pays, la nation comme leur fait privé, qui gèrent le pays avec le sceau d'humeur, ça pose problème. Revenons d'abord sur l'état des sièges. Cher ami, nous devons nous poser cette question. Et je crois que notre ami est mieux placé pour nous répondre. S'il y avait des avancées, qu'est-ce qui justifie la présence ougandaise chez nous? Si effectivement, tout ce qu'on nous ressassait chaque jour était vrai, qu'est-ce qui justifie la présence de troupes ougandaises chez nous? Et peut-être que vous ne savez pas. Le Rwanda a aussi le même velléité. Le Rwanda viendra aussi chez nous. Les troupes rwandaises viendront. Donc pour vous, il n'y a pas du sérieux? Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. M. Félix Tshisekedi veut faire dérailler l'État. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer la République. Lorsqu'il a pris la résolution... Mais il y a le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat qui ont dit que ça a commencé au niveau du Parlement. Non, mais attendez, commencer au niveau du Parlement. Vous parlez de quoi là? Ils ont confirmé l'initiative. Non, l'initiative de quoi? De la collaboration. Non, mais de signer l'accord ou l'initiative d'intégrer les autres, d'associer les autres dans les opérations. Nous sommes là dans l'accord. L'accord n'a pas été signé par le gouvernement. Alors, vous me parlez du Parlement. Qui? Mbosso. Monsieur Mbosso. Monsieur Mbosso. Vous parlez de qui? De Monsieur Bahati. Ceux qui ont aliéné les institutions. Aujourd'hui, les institutions sont des faits privés. Qui peut faire confiance à M. Mbosso, à M. Bahati? Moi. Ah non. Ce qui est vrai, le pays va très mal, justement parce qu'il y a des gens qui sont habitués au mensonge. Lorsque vous disiez à la population qu'il y a des avancées, on devait constater qu'effectivement, il y a des avancées. Et lorsqu'il y a des avancées, on n'a pas besoin de l'appui. On ne fait appel aux autres que lorsqu'on est en position de faiblesse. Mais les FARDC est en position de faiblesse. Jusque-là... Mais si vous les reconnaissez, dites-leur. Eux qui nous ont dit qu'il y a des avancées. Lorsque nous vous disions qu'il y a un problème d'effectifs, on ne nous a pas cru. Très bien. Lorsque nous vous disions qu'il y a un problème d'équipement, on ne nous a pas cru. Lorsque nous vous disions qu'il y a un problème de finances, comment pouvez-vous envoyer les militaires sans ration en guerre? Il y a le caucus des députés du sud, du nord Kivu et de l'Uturi qui l'ont dit. À l'époque, c'était 78 jours. Aujourd'hui, c'est au-delà des 130 jours. Le gouverneur militaire n'a pas le moyen de leur politique. Aujourd'hui, les patrouilles se font grâce aux motos. On avait 2 hélicoptères. On peut utiliser aujourd'hui qu'un seul hélicoptère. Et le coût, le budget pour la patrouille, c'est 5 000 $ par engin. Ils n'ont pas de moyens. Ils comptent, ils vivent aujourd'hui grâce aux taxes. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut prendre au sérieux un commandant en chef qui envoie les enfants des autres en guerre, qui donne d'autres informations ici, alors qu'en réalité, rien n'a été fait? C'est au niveau de la conception. Tout ce qui se conçoit mal, s'exécute mal. Ce sont là des problèmes. Très bien. Le problème n'est pas seulement en termes de décréter. Ça, c'est un état de siège de type Tchilégelou, où on n'a pas de chronogramme, on n'a pas de plan opérationnel. Le ministre de la Défense vous dit qu'il est arrivé, il n'a pas trouvé de plan opérationnel. Le ministre du budget vous dit que le budget là devait être réajusté. Le ministre de la Défense a une autre vision, ce qui veut dire que les dysfonctionnements de l'État se constatent
par la faiblesse notoire du sens managérial dans le chef de M. Félix Tshisekedi. Votre avis par rapport aux propos de M. Alain Bolodjo? C'est ça le mal congolais. Nous sommes toujours dans la démagogie. Notre ami est dans la démagogie parce qu'il n'a même pas d'informations. Et il demande le tout et son contraire. C'est-à-dire, il renie l'existence des institutions qu'il qualifie d'aliénées. Mais en même temps, il demande à ces institutions-là de lui faire du job. Voilà, donc, voilà les niveaux, voilà les degrés de la confusion. Vous comprenez? Écoutez, mon co-débatteur ne connaît même pas la configuration de ce qui peut représenter l'Est en termes non seulement de superficie, et tout ce qui peut y avoir comme difficulté. Vous comprenez? Donc, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que si l'Ouganda est intervenu, ce n'est pas par innocence, c'est parce que l'Ouganda commence à subir. Pourquoi parce que l'armée congolaise est faible. Mais pourquoi avant l'Ouganda ne réagissait pas? Parce que les ADF se plaisaient chez nous. Maintenant, comme ils sont traqués par cette armée, par nos FARDC que je félicite ici, voilà pourquoi ces gens-là se sont retranchés chez eux et commencent maintenant à sévir là-bas pour sauver leur peau. Voilà pourquoi le gouvernement ougandais, par manque de choix, vous comprenez? Parce qu'il faut poser la question, pourquoi la situation a-t-il iré à perdurer? C'est par rapport à cela. Donc, nos FARDC, que je respecte, que je salue, sont en train d'abattre un grave travail au niveau, par rapport à l'état de siège. La preuve, je lui avais dit, ni t'étais l'état de siège, au jour d'aujourd'hui, la situation serait catastrophique. Heureusement, il y a... Mais toujours, nous sommes pendant l'état de siège, il y a toujours des morts. Nous sommes pendant c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, ça veut dire que nous sommes entrés en phase terminale de cette opération-là, de cet état de siège-là. Ça, je l'ai dit, et c'est les esprits avertis. Et si on vous demandait de faire l'évaluation de cet état de siège? L'évaluation, moi je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Nous sommes pas dans une situation normale. Mais dans une mesure, on doit quand même évaluer. Ça s'évalue tous les jours, et je pense qu'il y a toujours des communiqués, il y a des rapports. Il y a des rapports et des gouvernements, et de tous qui sont autour, qui sont en train d'encadrer cette étape qui, du reste, est très cruciale. Et lui, il a parlé de légèreté. Moi, je pense qu'il est en train de considérer le Congo, et surtout la partie est du Congo, il est en train de minimiser. C'est comme s'il allait, il sortait de chez lui pour aller au marché central. Non, non. Nous sommes dans une situation où, franchement, moi, en tout cas, ça me fait froid parce que je ne peux pas cautionner et comprendre comment est-ce qu'un compatriote congolais qui a les soucis du Congo puisse rester bloqué par rapport à son esprit. Parce que, si donc, je pose l'opposition n'aime pas le Congo face à ces critiques. L'opposition régalienne, l'opposition responsable, par rapport à un cas comme ça, à une situation comme ça... Mais c'est ce que vous faisiez avant, non, à l'époque de Kabila. À l'époque, Kabila n'avait jamais instauré l'état de siège. Oh, c'est tout. Il n'avait jamais... On ne soutient que l'état de siège. Non, non, ça veut dire quoi? S'il l'avait fait, on aurait compris qu'il avait les soucis de sauver ce pays. C'est ça la différence. Voilà pourquoi j'avais dit, outre-État, outre-mers. Il y a une autre vision de faire les choses. Il y a une volonté de mettre terme à ces sociétés, à cette injustice que la plupart de nos confrères de Béni, qui sont d'ailleurs dans la plupart des amis, des familles, vous savez, pour terminer aujourd'hui par rapport à ça, parce que si on doit commencer... On va entamer un autre sujet par rapport... Je vais demander seulement à mon co-débatteur de comprendre que, comme j'avais introduit, si nous sommes là, c'est pour essayer d'abord d'apaiser d'abord la situation, le peuple congolais, à part la conscientisation, au moins, franchement, les mots me manquent. Les mots me manquent, pourquoi? Parce que... Quoi le plus normal? Non, c'est pas... Non, il n'a jamais été facile de mentir. Non. Quoi le plus normal? Très bien. Alors, ceux qui nous suivent, Jérôme qui est en train de mentir ou qui ne ment pas, nous au moins nous reconnaissons que la situation n'est pas facile. L'héritage n'a pas été facile. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre, bec et ongle, pour mettre terme à cette situation. Voilà, nous allons entamer maintenant un autre sujet. C'est celui du processus électoral, la dernière rencontre du chef de l'État
entre les évêques catholiques. Alors, Alain Bolodjoa, dans l'affaire du processus électoral, on a l'impression qu'il y a de gel entre le pouvoir et les églises protestantes et catholiques après la rencontre du chef de l'État avec leurs représentants. Que devient alors votre combat? Non, mais comment pouvez-vous lier mon combat et celui de l'Église? Mais parce que vous avez été soutenu. Qui, moi? Dans votre marche. Nous. Dans votre marche, nous avons été soutenus. l'opposition. Non, mais attendez, l'opposition est plurielle. L'opposition n'est pas un parti politique. On parle de Milapro, on parle de KLCC. Est-ce que vous avez appris que nous avons une alliance avec l'Église? Mais vous avez été soutenu par l'Église. Nous qui? Vous de l'opposition. C'est ça ma non, question. Répondez justement. Effectivement, je comprends. Mais non. Oui. Mais attendez, je comprends votre souci, mais fort malheureusement, la question, il faut reconnaître que la question est mal formulée. Comment ça? Nous n'avons jamais... Non, mais soyez calme. Soyez calme. Moi, je ne suis pas comme l'UDPS. Nous n'avons aucun engagement avec l'Église. Nous n'avons organisé aucune marche. Aucune marche. Parlez plutôt de la Mouka. Vous soutenez de temps en temps. Vous soutenez le président Martin Fayulu ou de temps en temps. Non, mais je ne suis pas un aliéné. Soutenir Martin Fayulu ne veut pas dire être son adepte comme nos amis de l'UDPS. Ah, donc vous êtes à côté de non, mais attendez, posez-moi la question. Voilà. Quel est notre point de vue par rapport à la question électorale? Exactement. Ne me liez pas à la Mouka parce que je n'ai aucun engagement avec la Mouka. Il faut noter ça. Voilà, là nous rectifions. Effectivement. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas entrer en profondeur sur des grandes questions. Justement parce qu'il y a plus de faibles d'esprit. Aujourd'hui, nous parlons du processus électoral. Mais le processus électoral, quelle est la finalité du processus électoral? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Lisez l'exposé des motifs de la Constitution, vous allez vous rendre compte que la finalité du processus électoral, c'est de mettre fin à la crise des légitimités. Mais nous avons un pouvoir illégitime. Nous avons un président de la République qui a été façonné par Kabila. Alors, vous voulez résoudre quel problème? Parce que le problème aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi et c'est que vous appelez Parlement. Des gens qui ont accédé au pouvoir par devoir scabreuse, et tout le monde comprend que M. Félix Tshisekedi n'a pas l'onction populaire. Il y a des députés qui ont été créés par la seule volonté de M. Kabila, qui s'est donné la majorité, et il a fait de M. Félix Tshisekedi président de la République en violation de principes qui sont édictés dans la Constitution. Alors, comment peut-on organiser de bonnes élections avec des institutions illégitimes? Ce sont là des vraies questions. Mais pour répondre à votre question, l'Église catholique n'est pas une organisation politique. Mais au sein de l'Église... elle joue un rôle. Non, mais effectivement, en tant qu'organisation sociétale, voilà. En tant qu'organisme social, l'Église catholique peut intervenir sur certaines questions qui touchent directement à la vie de la nation. Exactement. Parce qu'elle est aussi l'une des gardiennes de valeurs cardinales et républicaines. Elles ont des statuts reconnus par l'État. Voilà pourquoi elles sont classées parmi les ASBL. Mais au sein de l'Église, il y a d'autres sous-structures, telles que les laïcs, qui ont eu à soutenir la création de l'UDPS, à soutenir Etienne Tshisekedi jusqu'à sa mort. Ce sont ces mêmes personnalités-là qui ont soutenu, qui ont convié nos amis de la Mouka, et FCC et les autres organisations dans cette dynamique-là de faire pression pour qu'il y ait effectivement le correctif par rapport au processus de désignation. Alors, M. Félix Tshisekedi qui est présenté comme le chef de l'État, parce que la fonction de chef de l'État, c'est une fonction purement morale, avait refusé de les recevoir, prétextant qu'il ne pouvait pas prendre position par rapport au débat. Et après, il envoie ses émissaires pour aller voir parlementer avec l'Église. Et lui-même s'est permis de le recevoir. Mais puisque la page a été tournée. Non, mais pourquoi avez-vous... Non, mais attendez, pourquoi avez-vous l'habitude de faire passer les pages qui ont été mal écrites? Pourquoi devons-nous faire passer le Marcel Outembil, monseigneur Marcel Outembil a si bien dit. Non, mais effectivement, mais le problème, c'est que pourquoi avons-nous l'habitude de faire passer les pages qui ont été mal écrites? Parce qu'aujourd'hui, nos amis de l'UDPS apparaissent comme des saints. Alors que si on se réfère à l'histoire, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont fait dérailler la démocratie sont en face de nous. Aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas été élu. Vous vous dites que la page a été tournée. On fait passer la page. Demain, il y aura la même situation.
Ce qui est important, c'est de voir pourquoi l'Église s'était mis en porte-à-faux avec la procédure. Justement parce qu'on n'a pas respecté l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et l'article 12. Justement parce qu'on n'a pas voulu faire respecter le grand principe qui voudrait, c'est que nous combattions tous les antivaleurs et surtout la corruption. Il y a des pasteurs qui ont été corrompus. Il y a des éléments, il y a des déclarations, il y a des communiqués conjoints qui démontrent noir sur blanc que le processus a été entaché justement parce que ceux qui sont proches de M. Félix, c'est que, ou sinon lui-même, bien qu'on n'a pas assez d'éléments, ont intervenu dans le chambardement de l'ordre établi par la loi. Très bien. Comment peut-on expliquer Denis Kadima, qui était candidat en 2020? Sa candidature a été portée par une église, une confession religieuse. Si je ne m'abuse pas, c'était l'Armée du Salut. Comment est-il devenu le candidat de l'église kimbaniste? Expliquez-nous comment cela peut se faire. En moins d'une année, une candidature donc, qui était... Denis Kadima ne pouvait pas être... Non, mais Denis Kadima est membre de l'UDPS. Vous affirmez cela? Non, mais effectivement, mais attendez. Albert Moleka a apporté des preuves. Albert Moleka, qui était le directeur de cabinet de M. Félix, c'est qu'il vous dit, Denis Kadima était membre de l'UDPS, Fédération Afrique du Sud. Un militant d'un parti politique, alors que la loi vous dit, ça doit être une personnalité indépendante. Ce qui veut dire quoi? Vous voyez l'incongruité que nous devions combattre, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. L'État, la corruption, tout ce que nous avons combattu hier, ça refait surface, justement parce qu'il y a des gens qui souffriraient déjà des déficits en termes de moralité, qui veulent nous imposer leur immoralité. Très bien, très bien, très bien. Chimba, vous avez un avis par rapport à ce que venait de dire Alain Bolodjoa. Mais j'aimerais aussi rappeler pourquoi le chef de l'État ne mélangerait-il pas son dialogue à l'opposition comme faisait Kabila à l'époque? Oui, merci beaucoup, monsieur Merfus. En tout cas, je me sens très mal. Je me sens très mal de constater que bon, mon co-débatteur était vraiment en train de tomber trop bas dans sa réflexion. Il veut à ce que les institutions que lui qualifie d'illégitimes lui trouvent des solutions. Hein? Oui, il a remis sur la table le débat par rapport aux élections de 2018. Mais lui, avec son mentor, M. Fayoulou, était incapable de fournir des preuves. Quelles preuves? Voilà. Donc, vous savez, quand on parle de choses, il ne faut pas ramasser des histoires ou raconter des histoires comme ça au peuple congolais. Le peuple congolais d'hier, heureusement, le peuple congolais a compris qu'il est en train de se prendre en charge. Vous comprenez? Ça, c'est la première. Vous comprenez? Il parle de la loi. Hein, en matière de désignation, et il vient chuter pour confirmer que Denis Kadima est membre de l'IDPS. C'est quand vous ne connaissez rien, il ne faut pas raconter des choses, il ne faut pas chanter des choses. Hein? Je suis quand même un de l'IDPS, et je vais rassurer, et heureusement, les peuples congolais comprennent, parce qu'il y en a qui ont beaucoup appelé au niveau de l'Afrique du Sud. Denis Kadima n'a jamais été membre de l'IDPS. Ça, au moins, je l'ai dit. Mais pourquoi Denis Kadima a été réfuté par... Il a été réfuté seulement parce que peut-être il est ici, Moulouba. Oh. Non, ça c'est la vérité parce qu'à ce moment, on n'a même pas besoin de le dire, mais ça se constate. Ah, donc vous avez refusé Malonda parce qu'il était du Congo central. Je ne vous ai pas retiré. Non, s'il vous plaît. Vous avez parlé du tribalisme, ça doit déranger tout le monde. Dites-moi, vous avez rejeté la candidature de Malonda parce qu'il est du Congo central. Vous ne menez pas la police de débat, mais parce que je suis démocrate. Non, mais vous êtes tribaliste. Mais souffrez. Vous êtes tribaliste. Parce que je suis démocrate, je vais répondre à sa question. Est-ce que bon, permettez-moi de le faire. Si on avait refusé Malonda, c'est parce que nous, on n'avait pas besoin de que l'Assemblée nationale nous présente un PV avec seulement un président. Voilà. Nous, on avait besoin de qu'on nous présente la composition du bureau de la CENI. Pour votre information, c'est une... Vous venez d'apprendre... S'il vous plaît, allez, Bolodjoa, laissez votre... Allez-y faire des recherches et peut-être prochainement, vous m'appellerez pour me remercier. Vous comprenez? Donc, l'histoire nous rappellera que... parce que si je pose maintenant la question à mon ami, je dis, bon,
depuis que nous sommes au pouvoir, parce que Félix Tshisekedi, c'est un détourneur, c'est un vaurien, c'est un panthère placebo, mais, voilà, mais un panthère placebo qui est tenté de faire des preuves. Voilà pourquoi je dis, je remercie dans tous les secteurs. Frère. Non, mais citez. Non, mais donc, je vous ai donné cette... Hein, j'ai été quand même galant. S'il vous plaît, Alain Bolodjoa, allez. La démocratie, non, je ne peux pas commencer. Est-ce que je suis venu ici pour répondre à vos questions? Nous sommes venus ici pour éclairer la lanterne à travers. Très bien, très bien. Alain Bolodjoa, laissez votre co-débatteur terminer. Vous avez votre temps, vous aurez votre temps pour réagir. Vous savez, vous avez posé la deuxième question? Oui, oui, justement. Pourquoi le chef de l'État ne mélangerait-il pas son dialogue avec, comme faisait Kabila à l'époque, avec l'opposition? Est-ce qu'il y a crise? Parce que là, Félix Tshisekedi refuse, ne fait que non, non, il a refusé. Il n'y a pas de crise. Non, non, il n'avait pas refusé de recevoir l'Église catholique. Le chef de l'État, pour l'information par rapport à mon co-débatteur, c'est le garant des institutions, le garant de la nation. Et il y a une charte. Kabila n'était pas dans ce contexte. J'en arrive. La CENI a une charte que notre frère peut-être semble oublier. Et comme le processus était normal, pourquoi les chefs de l'État pouvaient venir et mixer son nez là-bas? Ça ne les regarde même pas. Le chef de l'État n'a jamais délégué un candidat pour briguer la présidence de la CENI. Mais pourquoi il les a reçus encore? Non, il les a reçus. Voilà. Non, il les a reçus. Pourquoi? Il les a reçus parce que le processus est allé à son terme. Parce qu'on lui a présenté, un candidat qui a été entériné et que lui, en tant que garant, vit l'évolution. Hein? Non, mais voilà. S'il vous plaît, Alain Bolodjoa. Il est en train de rigoler, mais voilà. Je sais que la vérité blesse. Après, c'est un chef de l'État ne peut pas refuser de recevoir des gens. C'était aussi par rapport à son agenda. Tout ça, il faut savoir. Nous savons, le chef de l'État a beaucoup de situations, a beaucoup de choses à régler. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous voulez rencontrer le chef de l'État, il vous reçoit, ça dépend. Donc le chef de l'État voulait à ce que le processus électoral soit apaisé. Non, ça veut dire comme 2023. Ça veut dire effectivement. Non, pas seulement parce que normalement, nous en tant qu'IDPS, nous avons milité pour ça, pour avoir, pour mettre terme aux antivaleurs, à la corruption et à tout ce qui s'ensuit. On apprend. Vous comprenez? Donc le chef de l'État, en tant que garant, quand il a compris que le processus est terminé et qu'il y avait les uns. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez suivi les discours de la Senko aujourd'hui? Est-ce que ce sont des petits-enfants? La Senko a compris. Non, les conditions non, mais la Senko a compris qu'il devait pleinement jouer ce rôle, c'est lui de rester l'église au milieu du village. La Senko a compris qu'à travers elle, ce pays-là doit être apaisé parce que le Congo fait face à de nombreux défis. Vous comprenez? Voilà. Donc, je veux vous dire que le chef de l'État ne peut pas refuser de recevoir tout Congolais, de tout bord, mais tout dépend de l'organisation de son agenda. Voilà, justement, par rapport à cette question, parce que nous chitons, nous sommes presque à la fin, face à ces blocages, si Tshisekedi vous invite à un dialogue, vous, de l'opposition, je ne vois pas, s'il vous plaît, c'est ça qu'ils cherchent, parce qu'ils n'ont pas... Vous avez accédé au pouvoir par... Non, c'est ça qu'ils cherchent, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de majorité. Je dois poser ma question, s'il vous plaît. Alors, il ne jure que si aujourd'hui le chef de l'État... Il n'y a pas de chef de l'État, il y a un président. Sinon, je vais citer... Si Tshisekedi vous invite à un dialogue, je ne vois pas Fayoulou, je vois toute l'opposition de parler ensemble, de mettre voilà, cette affaire du blocage sur une même table pour en discuter. Est-ce que vous allez refuser? Cher ami, sachez-les très bien, c'est juste un rappel. L'opposition n'est pas une organisation. L'opposition est plurielle. Il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions. Mais puisque vous vous opposez non, mais effectivement, à la politique il y a plusieurs organisations. On voit non, mais effectivement, il y a plusieurs organisations dans l'opposition. Quand vous dites qu'on invite l'opposition, on va inviter Papa Moubake, on va inviter Albert Moleka, on va inviter Martin Fayoulou, on va inviter Alain Bolodjoa. Non, mais voilà pourquoi je dis, ce n'est pas possible. La meilleure manière de faire respecter, la meilleure manière de mettre tout le monde d'accord, c'est de respecter le principe. Donc vous n'êtes pas dans une même démarche. Non, mais effectivement, c'est normal, nous sommes pluriels. Nous ne sommes pas comme les adeptes de l'Union sacrée, qui suivent la vision d'un individu. Non,
L'opposition a plusieurs voilà positions. pourquoi vous n'allez pas gagner les élections. Non, mais attendez. Élection organisée par M. Félix Sekedi, qui a déjà la maîtrise de la Cour constitutionnelle et de la CENI. N'est-ce pas que vous avez suivi ce que le président de la Cour constitutionnelle a dit lors de sa conférence? La conférence débat organisée. Il s'est affiché en militant d'un parti politique. Lui qui défendait déjà M. Félix Sekedi avant même les élections. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans cette logique-là. Dès l'entame, je vous ai dit, nous sommes dans la logique de la révolution. Lorsque vous avez un président de la République façonné à Kingakati, n'espérez même pas me voir l'approcher. Parce que c'est déjà anticonstitutionnel. Ça, c'est déjà un principe. Mais aujourd'hui, Martin Fayoulou est soutenu par le FCCL Kabila. Mais vous soutenez par FCCL Kabila. Vous soutenez Martin Fayoulou. Non, mais attendez. Il y a du mimétisme. Non, mais attendez. Donnez-moi un seul acte. Non, c'est moi qui pose des questions. Non, mais donnez-moi, parce que vous faites des affirmations. Je n'ai vu aucun acte signé par Fayoulou et par Kabila. Puisqu'on parle du bloc patriotique. Non, le bloc patriotique n'a pas encore commencé. Vous parlez de quel bloc? Vous confondez le front de forces sociales et politiques organisé par les églises. Ce sont des convives. M. Martin Fayoulou n'a jamais signé un accord comme eux l'ont fait avec Kabila. Alors, si déjà, à ce niveau-là, les gens n'arrivent pas à comprendre, ça pose problème. Vous savez, le combat que nous menons aujourd'hui, ce sont le combat des valeurs contre les anti-valeurs. Et les anti-valeurs sont connues. Comment peut-on expliquer, notre ami dire ici, dans votre plateau, que M. Félix Sekedi n'avait pas refusé de les recevoir? Alors que devant, lorsque l'Église catholique avait posé sa demande, c'était par écrit. Mais M. Félix Sekedi, avec autant de légèreté, s'est permis de leur répondre via le média. Chez Max Muunga, comment il s'appelle, le journaliste Muunga. C'est pas comme ça on doit gérer la République, avec autant de légèreté. Lorsque vous recevez une correspondance, la moindre de choses, répondez par correspondance. Il a rejeté la demande de l'Église. Et ce qui est surprenant, Papa Mbongo l'a dit, il a envoyé toutes les institutions pratiquement pour aller s'incliner devant Papa Mbongo. Et si vous voulez comprendre la position aujourd'hui de l'Église, il suffit seulement de voir ce que vient de faire l'Église catholique. Elle s'est retirée de cette organisation de confession religieuse. Justement pour vous dire, elle ne veut pas porter le propre que M. Félix Sekedi a apporté à l'Église. On commence même à corrompre le membre de l'Église. Mais il y a eu élection, dont l'évêque général de Dokamba a remporté avec le chèque. Oui, mais l'Église catholique est partie. L'Église catholique est partie. Justement pour vous dire qu'elle n'est pas prête à cautionner ce qui s'est fait. L'Église catholique continue à mener son combat. Quand même que nous avons senti la volonté de ces fameux pouvoirs à chercher à corrompre l'Église, on a compris que l'Église a tenu ferme et elle a rejeté pratiquement la proposition. Alors, dites-moi, lorsque vous avez des gens qui font la promotion de l'immoralité au sommet de l'État, pouvez-vous espérer quelque chose? On n'a pas seulement besoin d'avoir des élections pour avoir des élections. On a besoin d'avoir les élections justement pour permettre à l'État d'avoir des gens qui sont pétris de valeurs, capables de solutionner le problème. Non seulement qu'ils sont incompétents, très bien. Non seulement qu'ils sont immoraux, mais ils veulent imposer aux institutions l'immoralité. Ah non. Très bien. Il faut faire le choix. Alain Bolodjo a cité un dernier mot en ce qui concerne le processus électoral, mais également de nous ne sommes pas intéressés par ces fameux processus électoraux, justement parce que nous ne reconnaissons pas à M. Félix Sekedi le pouvoir de nous engager. C'est un président de fait. Il est comme Mobutu, il est comme Laurent Désiré Kabila, il est là par la volonté de Kabila. Nous voulons avoir un président élu. Lui, il a été kabilocratiquement élu. Et donc, nous voulons demander à la population d'enclencher l'article 64, qui est une disposition de la Constitution. Deuxièmement, par rapport à la coopération militaire, à l'entrée de troupes ougandaises, c'est quand même décevant. Tout le monde comprend aujourd'hui que ce pouvoir du mensonge, le pouvoir de la honte, ce pouvoir cancérogène, vous a vendu du vent pendant plus de 6 mois. On vous a dit qu'il y a des avancées. On proroge l'état de siège. Et aujourd'hui, il y a les troupes étrangères qui entrent chez nous. Les mêmes personnes qui ont eu à nous tuer, aujourd'hui, sont vénérées par M. Félix Sekedi. Le pouvoir de M. Félix Sekedi apparaît aujourd'hui comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau.
C'est un pouvoir très dangereux qui peut tuer, même se tuer lui-même. Très bien. Et c'est quand même dangereux. Très bien. Timba, votre dernier mot pour chuter en ce qui concerne le processus électoral, mais également la coopération militaire, avant qu'Alain Bolodjoa nous présente son livre. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Bon, vous savez, nous sommes bâtis pendant autant d'années pour voir les valeurs. Pour promouvoir les valeurs afin d'aboutir à un état de droit bien fait. C'est ce qui est en train de se faire. Voilà pourquoi, contrairement à lui, nous respectons, nous faisons respecter les principes. À chaque fois que vous lui posez des questions, quand il s'agit de lui, vous posez des questions de marche, ils ont marché ensemble. Ils avaient marché ensemble avec l'Église catholique et les autres. Là, il est en train de renier. Quand vous lui demandez, il dit qu'ils n'ont jamais signé d'acte d'engagement. Mais il se permet de dire ici que non, nous, l'IDPS, nous avons un accord avec M. Kabila. Je ne sais pas, nous ne sommes plus avec M. Kabila. Et je n'ai jamais vu sur aucun plateau de télévision par rapport à tout ce qui était en train de raconter, en tout cas ces années-ci, brandir cet accord-là. Nous attendons. Kabunda signé. Nous attendons cet accord-là. Or, je vais l'aider pour le dire que l'unique accord que nous avions avec le FCC, c'était l'accord FCC cash. À travers, par rapport à la Constitution. Comme nous, on n'avait pas une majorité parlementaire, parce que la Constitution nous y oblige, voilà pourquoi on était obligé de composer avec... C'est ça même là. C'est ça même. Allez-y voir, parce que bon, voilà. Quelle disposition constitutionnelle? Allez-y voir. Non, donnez la disposition. Laissez votre commentaire venir. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin de cette discussion. Si avec des petites notions comme ça... Non, mais donnez la disposition, on va lire. S'il vous plaît. L'accord de gouvernance. Je vais vous donner le temps pour expliquer de quoi il s'agit. Pour respecter notre constitution, pour gérer ce pays, il faut avoir une majorité. Ah bon? Parlementaire de surcroît. Ah bon? Chuter. Bon, en tout cas, il est en train de... En tout cas, ça m'étonne que lui ne sache pas cela. Je suis en train de chuter. Je vais demander au peuple congolais de soutenir d'abord la bonne foi, la bonne volonté, les soucis quotidiens du chef de l'État, de vouloir sortir de ce pays de là où il est et de le remettre sur des rails, enfin, s'il vous plaît, afin de l'émanciper. Donc, tu vas finir. Nous avons besoin, nous sommes à la fin. Vous aurez votre nous temps avons besoin des amis qui aiment ce pays, des gens qui aiment ce pays, pour le faire, parce que la situation de ce pays qui est connue de tout le monde, et nous avons un retard de plus de 60 ans. Vous comprenez? Donc, heureusement, il y a le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui est là, qui ne gire que pour ça. Et petit à petit, nous allons commencer à cheminer. Et pour terminer, vous avez militaire, coopération militaire. La coopération militaire, je suis en train de rassurer le peuple congolais que si aujourd'hui l'Ouganda a eu le courage de bouger, c'est parce que l'Ouganda commence à subir le même sort que nous. Alors voilà pourquoi, heureusement, avec les deux opérations menées conjointement, c'est ce qui démontre la suffisance de la déroute de ces faiseurs, de ceux qui sont en train de déranger, de nous déranger, de déranger nos... Très bien. En tout cas, nos concitoyens dans l'Est de la République. Donc, pour terminer, je vais quand même saluer mon... les co-débatteurs. Nous sommes tous Congolais. Par rapport à son courage démagogique, de sur quoi, parce que bon, il était là dans la démagogie. D'abord, quand même, votre co-débatteur va saluer, donc... Bien qu'il soit dans l'axe du mal, je le salue aussi. Je vais lui demander d'avoir ce fair play, hein, parce que bon, là, je trouve que c'est mon co-débatteur, il est en détresse, d'avoir le fair play, de reconnaître, ne fût-ce que les institutions établies. Ah bon? Les problèmes des élections se passent partout. Vous chitez, et nous sommes d'abord en phase de démocratisation. Vous chitez. Voilà pourquoi j'ai... non, avec amour. Hein,
plaisir. Parce que je constate que c'est un monsieur intelligent. Quand je vois déjà ce qu'il va présenter bientôt, je lui demande seulement de comprendre qu'il n'a que ce pays-là. Il faut, au lieu d'être dans une opposition comme ça radicale, au lieu de rejeter le tout en bloc, qu'il comprenne quand même qu'il y a des choses que lui aussi peut apporter. Nous avons besoin de lui. Non, voilà, très bien, Alain Bolodjo. On va présenter Alain Bolodjo. Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Il y a les livres déjà disponibles. Effectivement, depuis 2013 d'ailleurs, nous avons commencé à commercialiser rapidement depuis l'année passée. En tout cas, nous vous encourageons à jeter un coup d'œil. Ça va vous aider à comprendre que M. Félix Tshisekedi, même dans COP26, n'a pas bien cerné les enjeux. Voilà pourquoi nous insistons sur ça. Notre ami m'a salué, je le salue aussi, bien qu'il est dans l'axe du mal, mais il doit éviter d'aimer son parti plus que la patrie. Ce n'est pas une bonne chose. Merci. Très bien. Cette émission est finie. Hein. Je rappelle que nous avons parlé de la coopération militaire entre l'armée ougandaise et la République démocratique du Congo. Nous avons également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Chin Chima d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, Alain Bolodjo, d'avoir répondu à mon invitation. Alors, moi également, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.